7 SUV sont devenus de véritables poisons financiers. Et si le vôtre en faisait partie? Cette hécatombe révèle une vérité brutale. Certains modèles sont devenus de véritables boulets que personne ne veut. Ces véhicules cumulent les tares. Motorisation à éviter, réputation mécanique désastreuse, coûts cachés qui explosent. Première victime de cette hécatombe, le Peugeot 3008, équipé du moteur 1,2 litre PureTech. Ce bloc a réussi l'exploit de ruiner la réputation de tout un modèle, pourtant bien conçu. Le problème, la courroie de distribution, baignant dans l'huile. Une aberration technique qui provoque des casses en série. Dès 40 000 km, la courroie se décompose, libérant des particules qui colmatent la crépine d'aspiration. Résultat, grippage, casse moteur, facture de 8 000 € minimum. Vous pensiez que votre SUV était un investissement sûr? Détrompez-vous. Les témoignages affluent partout. Consommation d'huile aberrante, pouvant atteindre 1 litre tous les 1000 km. Cette pathologie touche massivement les blocs produits entre 2016 et 2020. Stellantis a tenté de minimiser l'ampleur du désastre en parlant de défauts isolés. Mais la réalité du terrain raconte une autre histoire. Les garagistes indépendants refusent même de toucher à ces moteurs, considérant que c'est un suicide commercial. L'huile se transforme progressivement en pâte visqueuse qui encrasse tout le circuit de lubrification. Les segments se grippent, les chemises se rayent, le turbo explose. Même les mécaniciens les plus expérimentés jettent l'éponge face à cette bombe à retardement mécanique. Des milliers de familles ruinées du jour au lendemain découvrent l'ampleur de cette catastrophe industrielle. Les propriétaires vivent un calvaire identique. Voyant huile qui s'allume, consommation aberrante, perte de puissance soudaine. Le marché de l'occasion a intégré ce risque. Un 3008 PureTech de 2018 perd 15% de valeur supplémentaire par rapport à ses concurrents directs. L'acheteur malin négocie sauvagement ou passe leur chemin. Sur les plateformes d'annonces, certains propriétaires multiplient les relances, baissent leur prix de semaine en semaine, ajoutent des accessoires en désespoir de cause. Rien n'y fait. L'acheteur moderne s'informe avant d'acheter. Et la réputation du PureTech s'étale sur tous les forums automobiles. La courbe de décote de ces véhicules suit une trajectoire désastreuse, avec des chutes de valeur pouvant atteindre 70% en 4 ans, contre 50% pour la concurrence directe. Mais attendez, ça empire. Stellantis vous a délibérément vendu une bombe à retardement. Cette stratégie cynique sacrifie le consommateur sur l'autel de la rentabilité à court terme. Aujourd'hui, vendre un 3008 PureTech relève de l'acharnement thérapeutique. Certains propriétaires ont même intenté des actions en justice, réclamant des dommages-intérêts pour vices cachés. Les cabinets d'avocats spécialisés dans l'automobile voient affluer les dossiers de manière exponentielle. C'est du jamais vu dans l'histoire automobile française. Jamais un défaut de conception n'avait touché autant de véhicules avec une telle ampleur financière. Le Citroën C5 Aircross souffre du même mal héréditaire avec ce maudit 1,2 litre PureTech. Mais contrairement au 3008, il n'a jamais bénéficié d'une image forte. Résultat, quand la mécanique devient suspecte, l'effondrement est encore plus violent. Les concessions Citroën reconnaissent officieusement que le C5 Aircross PureTech est devenu invendable en occasion. Cette situation crée un effet domino dévastateur. Les professionnels refusent les reprises, les particuliers multiplient les rabais désespérés, les acheteurs potentiels fuient massivement. Un cercle vicieux qui transforme un investissement automobile en gouffre financier. Le consommateur averti raisonne froidement. Pourquoi prendre un risque technique sur un modèle sans particularité? Face à un Toyota CHR hybride au prix équivalent, le choix devient évident. La fiabilité légendaire japonaise contre la roulette russe française. Pas besoin d'un master en économie pour trancher. L'effet de réputation joue à plein. Même un acheteur peu informé finit par entendre parler des problèmes PureTech dans son entourage. Cette transmission virale de l'information transforme chaque propriétaire déçu en ambassadeur négatif de la marque. Et là, ça devient du grand n'importe quoi avec le DS7 Crossback. Cette vitrine du savoir-faire français illustre parfaitement l'échec de notre approche premium. DS a misé sur le storytelling et les finitions léchées, en oubliant l'essentiel, la mécanique. Même moteur PureTech problématique, complexité électronique démesurée, coût d'entretien prohibitif. Les matériaux nobles et les détails de finition ne compensent pas les défauts structurels. Le marché de l'occasion ne se nourrit pas de communication. Il sanctionne impitoyablement les défauts cachés. Un DS7 de 3 ans perd 60% de sa valeur, contre 45%
pour un Lexus NX équivalent. L'écart se creuse chaque mois, car l'acheteur rationnel préfère une marque qui a fait ses preuves. Cette débâcle révèle l'arrogance de nos constructeurs, croire qu'on peut vendre du premium sans la substance technique qui va avec. Les concessions DS tentent désespérément de masquer cette réalité en gonflant artificiellement les reprises. Mais cette stratégie ne fait que reporter le problème. Ces véhicules finissent dans des ventes aux enchères à des prix dérisoires, confirmant leur statut de marchandises empoisonnées. Les experts en évaluation automobile sont formels. Un DS7 d'occasion représente aujourd'hui l'un des plus mauvais investissements du marché. Cette approche superficielle a produit des véhicules clinquants mais fragiles, exactement l'inverse de ce qu'attend la clientèle premium. Le résultat était prévisible, un échec retentissant qui dessert l'image du luxe à la française. Le Ford Kuga illustre une autre aberration, le downsizing poussé à l'extrême. Monter un 1,0 litre EcoBoost dans un SUV de 1,7 tonnes relève de l'inconscience technique. Ce 3 cylindres turbo, sollicité en permanence, vieillit très mal, surchauffe, encrassement, usure prématurée du turbo, la liste des pathologies s'allonge avec les kilomètres. Les ingénieurs Ford ont cédé aux sirènes du marketing en privilégiant les chiffres de consommation normalisés sur la robustesse réelle. Un moteur de 6 petites cylindrées n'a rien à faire dans un SUV familial. Demander à un petit moteur de mouvoir une masse importante conduit inévitablement à des contraintes excessives et à une usure accélérée. Le problème s'aggrave avec les versions PHEV, qui rajoutent une couche de complexité mortelle. 2 motorisations, une batterie, une électronique de gestion byzantine. Quand ça marche, c'est formidable. Quand ça casse, c'est l'apocalypse financière. Et ça casse, croyez-moi. Les témoignages affluent. Panne de chargeur embarqué à 2800 €. Batterie défaillante, hors garantie, à 6000 €. L'hybride rechargeable représente le pire des deux mondes. La complexité du thermique et de l'électrique réunis dans un seul véhicule. Les garagistes indépendants refusent d'intervenir sur ces systèmes, faute de formation et d'outillage spécialisé. Résultat, l'automobiliste se retrouve captif du réseau constructeur face à un RAV4 hybride éprouvé. Le Kuga PHEV fait figure de curiosité technique pour masochistes fortunés. La psychologie de l'acheteur d'occasion diffère radicalement de celle du primo-acquéreur. Il recherche la sécurité mécanique avant tout. Cette mode de l'hybride rechargeable illustre parfaitement comment la bureaucratie impose des normes déconnectées de la réalité technique. Il force les constructeurs à développer des solutions bâtardes pour satisfaire des calculs théoriques d'émissions. Résultat, des véhicules complexes, fragiles, inadaptés à l'usage réel. L'hybride rechargeable n'existe que pour contourner les réglementations européennes sur les émissions de CO2. Dans la vraie vie, ces véhicules consomment souvent plus qu'un bon diesel moderne, surtout quand la batterie n'est pas rechargée régulièrement. Le consommateur paye cette politique dogmatique au prix fort. D'abord à l'achat avec les surcoûts techniques, puis à la revente avec une décote désastreuse. Cette déconnexion entre la théorie et la pratique automobile produit des aberrations techniques qui pénalisent in fine l'automobiliste européen. Le Volkswagen Tiguan révèle une autre facette de cette crise. La marque allemande traîne encore les casseroles du Dieselgate, mais c'est surtout la complexité de ces mécaniques modernes qui fait fuir. La boîte DSG, présentée comme une révolution, devient un cauchemar en vieillissant. Cette transmission sophistiquée exige un entretien drastique et un usage adapté, faute de quoi les réparations atteignent des sommets vertigineux. Les embrayages doubles s'usent prématurément en usage urbain. Les calculateurs surchauffent. L'acheteur d'occasion le sait et intègre ce risque dans sa négociation. Cette épée de Damoclès mécanique transforme chaque trajet en source d'angoisse. Vivre avec une DSG vieillissante, c'est un stress permanent qui gâche tout le plaisir de conduite. Paradoxalement, Volkswagen continue de monter cette boîte sur tous ses modèles. Une logique industrielle qui ignore superbement les retours terrain. VW privilégie ses marges industrielles sur la satisfaction client à long terme, exactement l'inverse de l'approche japonaise. Cette stratégie à court terme ruine la confiance des automobilistes européens. Tant que ça passe la garantie, le reste n'est pas leur problème. Vous appelez ça du premium à 60 000 €? Le Tesla Model Y. Elon Musk a révolutionné l'industrie automobile, certes, mais au prix de standards de qualité inadmissibles pour le prix demandé. Les propriétaires découvrent des défauts de peinture, des joints qui fuient, des plastiques qui cassent.
c'est du travail d'amateur vendu au prix du premium. La décote devient vertigineuse dès que l'effet de mode retombe. Un modèle Y de 2022 perd 40% de sa valeur en 18 mois. Le consommateur averti découvre les joies de la voiture connectée. Mise à jour qui plante, écran tactile qui remplace tous les boutons, autonomie qui fond avec l'âge de la batterie. Tesla pratique l'obsolescence programmée par logiciel. Certaines fonctionnalités disparaissent avec les mises à jour, d'autres deviennent payantes. Cette dépendance totale au bon vouloir du constructeur rebute les acheteurs d'occasion. Et parlons de l'infrastructure de recharge. Ce désert français parsemé de bornes en panne. Acheter un Tesla d'occasion, c'est s'enchaîner à un système fermé, propriétaire, avec toutes les dépendances que cela implique. Les superchargeurs Tesla fonctionnent bien, mais ils coûtent plus cher que l'essence sur autoroute. Les bornes publiques restent un cauchemar. Pannes fréquentes, applications multiples, tarification opaque. Et devinez qui tire les ficelles de ce massacre. Les Chinois profitent parfaitement de cette débandade européenne. Prenez les MGZS et HS, ces SUV du dragon industriel qui inondent nos concessions. Prix cassés à l'achat grâce aux subventions déguisées du régime de Pékin, puis effondrement total en occasion. Le constructeur chinois bénéficie d'aides publiques massives qui lui permettent de vendre à perte sur les marchés européens. Cette concurrence déloyale ruine nos constructeurs tout en appauvrissant les automobilistes européens. Les Chinois ne cherchent pas la rentabilité immédiate. Ils veulent détruire la concurrence européenne. Une fois nos marques affaiblies, ils relèveront leur prix. L'acheteur rationnel se pose les bonnes questions. Pièces détachées disponibles dans 10 ans ? Réseau après-vente pérenne ? Valeur de revente ? Évolution des standards technologiques ? Face à cette incertitude, il passe son chemin ou négocie des rabais insultants. Les premiers MG importés en France commencent à montrer leurs limites. Corrosion prématurée, électronique capricieuse, pièces détachées introuvables. Les garagistes indépendants refusent d'intervenir sur ces véhicules, faute de documentation technique et de pièces de rechange. Ces marques chinoises pratiquent le dumping industriel pur et simple. Elles cassent les prix pour prendre des parts de marché, quitte à perdre de l'argent sur chaque véhicule. Une fois nos constructeurs européens affaiblis, elles relèveront leurs tarifs. Stratégie classique de prédation économique. Le pire dans tout ça ? Cette guerre commerciale se déroule avec la complicité passive de nos dirigeants qui applaudissent cette concurrence libre et non faussée. Pendant que nos constructeurs ferment des usines et licencient massivement, les Chinois investissent en Europe avec l'argent de leurs subventions publiques. 3 profils émergent de ce carnage. Les SUV essence downsizés, condamnés par leur inadéquation technique, les Stellantis, plombés par le PureTech maudit, et les électriques, victimes de leur immaturité technologique. Dans tous les cas, l'acheteur d'occasion devient méfiant, exigeant. L'automobile moderne coûte trop cher pour accepter l'à peu près technique. Face à des prix d'achat stratosphériques, l'automobiliste exige une fiabilité irréprochable et une valeur résiduelle prévisible. Face à cette hécatombe, les valeurs refuges se comptent sur les doigts d'une main. Toyota et Lexus dominent avec leur hybride HSD éprouvé. Mazda résiste grâce à sa philosophie d'ingénierie rigoureuse. Dacia séduit par sa simplicité assumée. Ces marques partagent un point commun. Elles privilégient la substance sur l'esbrouf. Leurs véhicules ne brillent peut-être pas par leur sophistication technologique, mais ils démarrent chaque matin et se revendent sans drame. Cette approche pragmatique séduit une clientèle échaudée par les promesses non tenues de la haute technologie automobile. L'acheteur intelligent fuit les gadgets et recherche la fiabilité éprouvée. Cette sagesse populaire contraste avec les délires technologiques de nos ingénieurs en chambre. Certains constructeurs persistent pourtant dans l'erreur. Ils continuent de complexifier leur mécanique, d'empiler les assistances électroniques, de poursuivre cette fuite en avant technologique, comme si multiplier les sources de panne était un gage de modernité. Cette logique industrielle aberrante transforme l'automobile en produit jetable, exactement l'inverse de ce que souhaite la clientèle. Les bureaux d'études semblent déconnectés de la réalité. Ils conçoivent des véhicules pour impressionner la presse spécialisée, plutôt que pour satisfaire l'usage quotidien. L'ironie de cette situation révèle l'absurdité de notre époque automobile. Nos ancêtres roulaient 300 000 km avec des mécaniques simples et robustes. Cette régression de la durabilité automobile constitue un scandale environnemental majeur. Produire un véhicule complexe pour le jeter après quelques années génère infiniment plus de pollution qu'une mécanique simple qui dure 20 ans.
Mais cette réalité dérange les constructeurs, qui préfèrent vendre 3 véhicules fragiles plutôt qu'un seul véhicule durable. Cette régression technique s'explique par une perversion des priorités. Les bureaux d'études privilégient les performances marketing sur la durabilité réelle. Consommation homologuée, émissions théoriques, puissance spécifique, tous ces chiffres flatteurs cachent une réalité technique dramatique. L'optimisation réglementaire a remplacé l'optimisation d'usage, transformant l'automobile en exercice de style bureaucratique. Les ingénieurs passent plus de temps à satisfaire les normes qu'à concevoir des mécaniques robustes. Les victimes de cette imposture s'accumulent. Familles ruinées par des casse-moteurs précoces, retraités coincés avec des véhicules invendables, jeunes conducteurs endettés par des réparations imprévues. Le coût humain de cette négligence industrielle reste invisible dans les rapports annuels. Derrière chaque statistique de panne se cache un drame personnel. Vacances annulées, crédit automobile qui continue alors que le véhicule est immobilisé, perte de confiance totale pendant que nos constructeurs s'enlisent dans ces errements. La concurrence asiatique perfectionne ses mécaniques éprouvées. Toyota affine son hybride depuis 20 ans. Mazda développe des blocs atmosphériques fiables. Eux comprennent qu'un client satisfait vaut tous les artifices marketing. Cette philosophie industrielle différente explique leur succès croissant sur nos marchés. Pendant que les Européens cherchent le buzz technologique, les Japonais peaufinent l'existant jusqu'à la perfection. Cette patience industrielle produit des véhicules moins spectaculaires, mais infiniment plus satisfaisants à l'usage. Cette différence d'approche explique l'inversion des rapports de force sur le marché mondial. Nos constructeurs coulent, pendant que les Japonais explosent les ventes. Notre arrogance technique nous coûte cher. Nos constructeurs ont perdu le contact avec la réalité d'usage. Cette déconnexion mortelle explique pourquoi nos SUV deviennent invendables, pendant que les concurrents asiatiques trustent les meilleures ventes. Pendant qu'un Peugeot 3008 PureTech cherche désespérément preneur, un Toyota RAV4 hybride se vend en quelques jours au prix fort. Le consommateur a tranché.